Donc, on démarre. Julie de la Sablière est avec nous. Salut Julie. Bonjour Stéphane. Entrepreneuse, fondatrice de Little Wings, images, communication pour les entreprises. Guy Mamoumani, donc salut Guy. Bonjour. Co-président du groupe Open et puis l'homme du numérique, l'une des grandes voix du numérique en France depuis de très nombreuses années. Christian Saint-Etienne, salut Christian. Bonjour. Le célèbre économiste Christian Saint-Etienne, voilà. Arts et métiers, là où tu bosses, hein, voilà. Et puis évidemment, membre du cercle des économistes. Donc Guy, il est arrivé un petit peu d'avance, je vais vous raconter ça, puis on discutait ensemble, et je lui disais, tu sais Guy, il y a un truc, on est dans une période de croissance économique inouïe, et pourtant, et notamment tout le sujet autour du climat, du carbone, dès que je tire ce fil-là, en fait, ça me déprime, quoi. Voilà. Et on en revient dans ce climat économique inouï à faire des émissions déprimantes. Donc Guy, tu m'as dit que ça ne peut pas durer. Je trouve que c'est vraiment caractéristique de notre pays, hein, une sorte de morosité, alors que objectivement la relance est vraiment concrète. Hein. Si je prends Open, on a fait 13% de croissance depuis le début de l'année. On n'a qu'un seul problème, c'est qu'on n'a pas assez de bras, de ressources. Hein, donc c'est encore un nouvel appel que je fais depuis des années. Hein. Toute la profession du numérique a une dynamique extraordinaire. Le pays fait une croissance formidable. Le chômage baisse, franchement, on pourrait avoir un peu plus de sourire. Mais alors, évidemment qu'il y a des problèmes, on ne va pas les sous-estimer, des inégalités. On se dit c'est un feu de paille. En gros, le grand truc, c'est oui, ok, en ce moment c'est extraordinaire, on a bien chaud, mais c'est un feu de paille. On l'a connu. Et derrière, on a des problèmes insolubles, quoi, à commencer par tout ce qui touche autour du climat. Je ne suis pas d'accord du tout. Donc c'est des prophéties autoréalisatrices. Hein. Évidemment, si on se dit tout ça, on ne va pas s'en sortir. Hein. Si au contraire, on se dit qu'il y a des choses positives et que l'avenir qu'on nous promet est entre nos mains, hein, c'est ce que je pense, hein, et en particulier grâce au numérique, eh bien, ma foi, je pense qu'on peut changer les choses. Julie, t'es d'accord, hein? Toi aussi, tu es à fond engagé, notamment alors, avec un certain nombre de boîtes sur la finance responsable et des choses comme ça. Tu as vu les chiffres? C'était la grande réunion de hier, oui. Paris Europlace. C'est encore Climate Finance Day, oui. Voilà. Ça a eu du mal à se tenir hier, puisque la matinée a été chahutée. Avec des activistes. Par les Amis de la Terre, etc. Qui trouvent qu'on n'en fait jamais assez, etc. Absolument. Mais en même temps, tu voyais la réalité. Je suis tombé de ma chaise, moi, quand j'ai vu les chiffres de la réalité, en fait, des fonds aujourd'hui qui sont investis sur du green. Mais c'est ridicule. C'est ridicule, non mais bien sûr. Donc, alors qu'on parle que de ça depuis je ne sais pas combien de temps. Exactement. Et c'est là où voilà, il y a un appel à agir. Moi, je vous rejoins assez sur le fait que s'il y a de l'éco-anxiété, il faut lutter contre ce sentiment-là avant tout. Et il y a d'optimisme que dans l'action, quoi. Sur les sujets climatiques en premier lieu. Donc, que ce soit les jeunes qui dépriment chez eux, il faut leur trouver des moyens d'agir. Il faut que chacun trouve ses moyens d'agir. Pour moi, c'est d'accompagner des clients qui sont dans cette... transformation-là, et notamment effectivement la Banque Postale sur la sortie leur décision de sortir de oil and gas, des investissements, ça y est. Et hier, c'était la seule question qui était à l'ordre du jour, mais après le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, etc., de toute façon, c'était la seule chose qu'attendaient les ONG, c'est ce que le maire a rappelé aussi, et c'est là-dessus où il y a des efforts à faire quand même. Alors je vais te dire, j'avale votre optimisme, hein, mais alors je ne l'ai pas là, je l'ai prévu pour demain, mais un petit montage... assez caustique quand même, mais autour de la Norvège. Donc le Fonds souverain norvégien a annoncé qu'il sortait justement du financement de l'ensemble des énergies carbonées. Vous savez qu'il y a une nouvelle coalition qui est arrivée au pouvoir en Norvège. Au même moment, et qui a dit qu'il relançait voilà, la production pétrolière. Exactement. Nouvelle coalition, social-démocrate en plus, qui arrive, enfin je ne sais pas pourquoi je dis en plus d'ailleurs, c'est idiot ce que je dis. Bref, nouvelle coalition qui arrive en Norvège, et qui va relancer la production pétrolière, pendant que le Fonds souverain norvégien, dont l'argent est le fruit de cette prospection pétrolière, désinvestit de l'oil and gas. Tu vois, Guy, que c'est compliqué d'être positif et optimiste dans ces situations-là. La Norvège... Il y a un sujet, voilà, je vais le dire en 2 mots, il faut que nous arrivions à réconcilier la croissance et la responsabilité. Voilà, c'est ça le sujet. Croissance et environnement, croissance et éthique, croissance et numérique. C'est ça que nous devons réussir à faire. Ça ne veut pas dire... Parce que là, ce que tu viens de donner comme exemple, c'est typique. Comment fait-on pour, d'un côté, être responsable, mais de l'autre côté, il faut bien vivre? Exactement. Et vas-y, Christian.
Ce que je regrette, c'est qu'effectivement, on aborde la question du green uniquement sous forme des contraintes, alors qu'il y a des possibilités de développement colossales. Je donne un exemple. Moi, je me bats, parce que chaque fois que j'ai pu le faire depuis 15 ans, je me bats pour qu'on mette en place une filière d'isolation du bâti en France. Il y a 30 millions de logements. Il y a 8 millions de ce qu'on peut appeler des épaves thermiques, c'est-à-dire des logements qui sont ouverts, qui ont un bilan carbone catastrophique. Si on mettait en place une filière pour isoler les appartements, c'est 300 à 350 000 emplois pérennes pour 30 ans, non délocalisables. Nous avons eu des ministres verts au pouvoir. Nous avons eu, par exemple... Christian, attends, parce que c'est en 2012-2014, une femme qui était ministre verte qui a fait de la politique, mais qui n'a pas lancé cette filière. Les elle se structure. Non, c'est pas une question de ministre, Christian. Pour le coup, elle est en train de... Alors, c'est un sujet que je connais par cœur, je peux les citer. Il est venu d'ailleurs 2-3 fois, le jeune patron des éco-isolateurs, qui est aujourd'hui avec 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'espère que maintenant il doit être à 70, l'un des poids lourds en fait de ce secteur. Il est en train de structurer la filière. Oui, mais... Le problème, non, c'est exactement comme pour Guy et le digital et le numérique. Oui, mais t'as pas les bras. Non, mais justement, alors il y a les bras, c'est pour ça que j'ai dit structurer une filière. Qu'est-ce que ça suppose, une filière qu'on structure pour 30 ans? Ça suppose de mettre en place des lycées techniques et des formations professionnalisantes qui permettent de former les gens. Donc, si on a un objectif d'en former 300 000 d'ici... Elles sont déjà là, il y a des places vides, exactement comme dans la grande école du numérique. Il y a des places vides. Parce qu'on n'explique pas, d'une part, que ce sont des emplois d'avenir, ça c'est le premier point, mais il y a quand même une action publique. Et pour faire ce que vous disiez à l'instant, il faut une action privée-publique. C'est-à-dire que si on veut isoler, c'est pas chacun qui va isoler. C'est on prend ville après ville, parce que ce n'est pas possible de le faire. Hein, donc on va dire, si c'est Paris, on fait le 14e arrondissement, on fait toutes les rues. Et... Non, mais attendez, c'est comme ça. C'est la seule façon d'avancer. T'as un truc qui s'appelle MaPrimeRénov'. Attends, non, mais je pensais pas qu'on allait parler de ça. Je pensais qu'on démarrait avec Tesla. C'est chacun qui choisit. Mais c'est excellent. Non, mais c'est pas le sujet. Si on veut être efficace et si on veut atteindre des objectifs significatifs en 10 ans, il faut mobiliser des moyens considérables, mais on ne peut pas faire un appartement au 6e étage d'un immeuble, un appartement à 3 rues après. Il faut faire rue par rue. Toi, tu veux une organisation militaire il faut une organisation de la rénovation militaire des logements. Ou avec, justement... Les acteurs privés apportent... C'est les arts et métiers, ça. Tiens, c'est l'industrie. C'est la seule façon d'avancer. On déroule le truc. Si on veut transformer... C'est ta maison individuelle quand même à un moment, Christian. Donc ça veut dire tu vas faire toc-toc, tu vas rentrer chez moi quand ça va être mon quartier. Non, mais tu vas dire c'est vous là, allez hop, dehors, on fait les combles. C'est un projet par ville. La ville décide, on lance un programme national, les villes s'inscrivent. Ensuite, ce sont les villes qui envoient des courriers à tous les citoyens, à tous les propriétaires. Et on leur dit, voilà. Et ensuite, on fait... si on travaille comme ça, c'est très important, parce que je suis économiste, si vous faites appartement par appartement, l'isolation d'un appartement de 60 mètres carrés, appartement par appartement, c'est 20 000 balles, 30 000 balles, 30 000 euros. Si vous le faites de manière militaire, pour reprendre votre terme, c'est 5 à 7 000 euros par appartement. Christian. Donc ça permet de descendre massivement les prix. Et je termine en disant, si c'est une action publique, à ce moment-là, on voit ceux qui peuvent payer, payent les 7 000, 10 000 euros par appartement. Ceux qui ne peuvent pas payer, la commune avec l'État les aide pour réduire peut-être à 1 000 euros parce que voilà. Donc, on ne va pas passer une heure sur la rénovation. Non, mais c'est pour dire par rapport à ce qui était dit en entrée. C'est-à-dire, si on veut arrêter de... Parce que qu'est-ce qui se passe? Une des choses qui freine l'optimisme, c'est que les gens se disent c'est bientôt la fin du monde à cause du climat. C'est un peu ça. Or, ça, c'est un truc... Je sors un article dans le Figaro. J'ai bossé à partir d'un truc qui s'appelle EDGAR, qui est l'Emissions Database for Global Atmospheric Research. C'est un truc international. Quand vous écoutez, vous ouvrez le Poste, on vous dit c'est la fin du monde et
Premier point. Deuxièmement, c'est l'Europe qui est responsable. Troisièmement, si à l'intérieur de l'Europe, il y a un pays qui est le pire de tous, c'est la France. Non, j'ai regardé les chiffres. Non, mais j'ai regardé les chiffres. Si, j'ai regardé les chiffres. Si vous regardez sur la base des orientations et des décisions publiques qui ont été prises, la France, en 2030, c'est 0,7% des émissions globales d'effet de serre, de CO2. Mais pourquoi? Parce qu'on a du nucléaire et aussi de l'hydraulique. Non, et aussi le sujet qui te tient à cœur, parce que tu as massacré ton industrie. Oui, mais justement, alors effectivement, c'est assez simple. Si tout est fabriqué en Chine, c'est assez simple de donner des leçons. On peut réindustrialiser proprement. Alors justement, Tesla. Stratégie publique. Alors, c'est ce qui nous amène au sujet que je voulais mettre en avant. Parce qu'on ne peut pas être optimiste tout seul dans un univers qui est désespérant. Donc, il faut des stratégies. C'est exactement Kennedy dans les années 60 qui dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Christian, il faut qu'on débatte. Allez. Ben, on débat, là. Non, tu as fait un monologue d'à peu près 9 minutes. Certes intéressant et vivant, mais quand même un monologue. Bon, je me tais pour le reste de l'émission. Tesla, c'est de l'enthousiasme. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire on réconcilie croissance et green. Et c'est pas un plan d'État, c'est pas un plan militaire, c'est pas un... Qu'est-ce que tu dis de la leçon de Tesla Pour moi, Musk, c'est le nouveau Steve Jobs. Hein. Ce sont des gens qui ont changé le monde, voilà, simplement. Hein. Steve Jobs l'a totalement métamorphosé. J'ai une admiration vraiment... Sans borne. Sans borne pour Steve Jobs et ce qu'il a fait, quels que soient ses défauts. Parce que j'ai lu évidemment ses biographies. Il avait beaucoup de défauts, mais en tant que visionnaire, c'est extraordinaire. Les visionnaires ont des défauts. Ouais, je crois que ces gars-là sont tous... Elon Musk aussi. Non, mais eux particulièrement. Un peu dingo, Elon Musk. Mais on en retient quoi? C'est que... bien avant tout le monde. Moi, j'ai une Tesla depuis 7 ans, donc j'étais dans les pionniers des utilisateurs des Tesla. Et ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, ce sont des fabricants qui courent après Tesla tout le temps. Et quand vous avez une voiture électrique qui sort, c'est la voiture d'il y a 50 Tesla, quoi. Donc, c'est formidable et je crois qu'on devrait s'en inspirer. Et des concurrents, Julie, tu as dû avoir la même chose que moi en recevant les concurrents dans l'industrie automobile qui nous ont expliqué tellement longtemps qu'ils ne savaient pas concevoir des voitures. Parce qu'au niveau qualité, la Tesla, ce n'était pas le niveau de qualité qu'on avait dans les standards de l'industrie automobile. Et il faisait autant il avait des fixettes sur sa poignée qu'il voulait exactement comme il voulait, autant les jeux de carrosserie, etc. Un ingénieur qualité de Renault ou Mercedes s'arrachait les cheveux en disant tombait de sa chaise. Voilà. On ne sait pas concevoir. Après, on dit non, mais jamais ils sauront produire. C'est un métier de produire des voitures. Jamais ils pourront produire. Après, c'était jamais ils pourront livrer. Jamais ils vont pouvoir commercialiser. Tu as raison. Il y a eu des jours où Elon Musk mobilisait toutes ses équipes pour aller dire les gars, vous allez livrer les voitures, et tout le monde se démobilisait pour aller livrer. Et aujourd'hui, de se dire quand même la phrase du patron de Hertz qui commande donc 100 000 Tesla. Non, Elon Musk et Tesla est le seul à savoir produire autant de véhicules électriques à cette échelle. Le seul. Extraordinaire. Et c'est vrai que de fait, c'est le seul qui n'a pas, moi qui attends une petite Renault électrique depuis un certain temps, c'est le seul qui n'a pas de problème pour produire, qui n'a pas de problème avec ses semi-conducteurs, parce que lui, il a sécurisé ses supply chains. Alors, pas seulement, d'ailleurs, c'est Herbert Diess, le patron de Volkswagen, qui a expliqué un truc, j'en ai déjà parlé, parce que je l'ai validé avec justement des ingénieurs de Renault lundi. Quand tu es full digital comme ça, ce que je ne savais pas, tu réécris 3 lignes de code et tu changes de composant. En fait, s'il te manque un composant, et notamment un composant électronique, tu peux tout à fait changer le code. Extraordinaire. Extraordinaire. Et Herbert Diess l'a dit en disant, voilà, on ne peut pas lutter contre ça. Le patron de Volkswagen, quand même. Le patron de Volkswagen. Mais tu as parfaitement raison, Julie. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, l'entrepreneur absolu. Il a résolu tous les problèmes qui se sont posés les uns après les autres. Et jusqu'à son usine en Allemagne, parce que le seul truc qu'on peut regretter, c'est qu'ils ne produisent pas encore en Europe. Mais l'usine en Allemagne va ouvrir alors qu'ils n'ont pas suivi les process habituels, etc. On m'avait raconté cette histoire sur Elon Musk au moment où il devait faire pour la première Tesla, il devait faire les tests de sécurité, donc avec les airbags et les crash tests, etc. Et aux États-Unis, ça se fait, c'est vraiment dans des systèmes d'université, dans les universités que ça peut se faire. Et en fait, dans le délai que Elon Musk avait fixé pour sortir sa voiture, ils n'arrivaient pas à faire tous les tests nécessaires. Et à un moment, il est descendu en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elle dit on va quand même pas ouvrir les trucs la nuit. Je dis mais pourquoi? Oui, c'est ça. Et en fait, il a passé le coup de téléphone et ils ont fait les tests la nuit pour pouvoir sortir à la date, quoi. Et je pense que l'usine en Allemagne, c'est un peu c'est aussi cette capacité à faire bouger les lignes et
lever des standards. Christian, on est baba quand même, hein. Forcément. Et c'est une image de l'industrie, toi qui es le défenseur absolu de la réindustrialisation, une image de l'industrie extraordinaire, qui fait rêver. Alors on a quand même des entrepreneurs comme ça en France, simplement, eux, on va leur dire la nuit c'est fermé. Donc c'est quand même... je rejoins Guy en disant qu'effectivement Steve Jobs... quand on prend la révolution du numérique, c'est une révolution globale qui a commencé il y a 40 ans, c'est la révolution de l'informatique en fait. Elle a plusieurs vagues. Souvent, les gens parlent de 4e révolution industrielle. On est dans la 3e révolution industrielle de l'informatique, mais une révolution industrielle, ça a des vagues. Ouais. Et Steve Jobs a été à l'origine de la 3e grande vague quand il a demandé à ses ingénieurs de mettre un ordinateur dans un téléphone. Ouais. Tout le monde a dit c'est complètement taré, et il a réussi. Et tout le monde sait maintenant, tout le monde le sait, qu'on a une puissance informatique plus importante dans nos téléphones que les ordinateurs de la NASA pour envoyer l'homme sur la Lune. Donc c'est une mutation. C'est pas une innovation, c'est une mutation. Et la mutation actuelle étant l'informatique quantique, qui est encore un facteur 1000 par rapport à l'informatique électrique. Donc, on est dans des vagues de mutation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, ce sont des entrepreneurs qui provoquent ces vagues. C'est pas nouveau. Dans la 2e révolution de l'électricité, ce sont aussi des entrepreneurs qui avaient inventé pour faire les différentes étapes de cette révolution, les transformateurs, les générateurs, à chaque fois, il faut des... Christian, est-ce que ça invalide les plans de relance, ça, ce que tu viens de dire, justement? Non, mais c'est des entrepreneurs qui se saisissent des révolutions, pas des gouvernements et des plans de relance. Alors, ceci étant, les gouvernements ont un rôle clé pour accompagner sur le plan réglementaire, sur le plan fiscal. Si on bloque par la réglementation, on casse... On casse l'énergie entrepreneuriale. Dans l'histoire de Tesla, c'est quand même intéressant, parce que les pouvoirs publics ont été là aussi. C'est-à-dire, à quel moment ils ont été là? À plusieurs moments, en fait. Il y avait un article qui était, je crois que c'était qui était sorti, et qui montre qu'en fait, il y a eu beaucoup de moments où on lui a ouvert les portes, où l'administration l'a soutenu, etc. En fait, ce qu'il raconte lui-même, c'est c'est grâce à SpaceX, c'est en surfinançant SpaceX à travers la NASA, qu'il a pu sauver Tesla. Alors, c'est ça que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, Stéphane, vous m'avez tapé sur les doigts avec votre organisation par militaire. Mon approche militaire, mais en réalité, ce qu'on regarde à travers l'histoire, c'est toujours une action conjointe de l'État et d'entrepreneurs qui permet de faire des révolutions. Et donc, il faut un État stratège. Quand vous avez un État administrateur, régulateur, bloqueur, vous cassez tout. Mais regardez notre exemple, quand même, qui est exactement de même nature, sur les vaccins. Ce sont des entrepreneurs, mais aidés massivement par du financement public. Guy, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, non, je voulais dire qu'il y a un programme dont on parle vraiment très peu, et je ne comprends pas, c'est le programme de l'industrie du futur. C'est un programme fantastique que d'ailleurs nous avions contribué à faire quand j'étais président du Syntec numérique avec Macron, à l'époque ministre de l'Industrie, qui est en train de se prolonger. Avec Frédéric Sanchez, le patron de FIV. Absolument, il a été le président du groupement, tout à fait. Et c'est aujourd'hui un des éléments qui fait le levier de la transformation de l'industrie. En effet, d'ailleurs, c'est pour ça, c'est bien ton titre, Tesla, quelle leçon. Ah ben oui. On ne va pas refaire l'industrie du 19e siècle. Voilà. Il faut réinventer l'industrie par la transformation numérique. Oui, mais Guy, ce que Julie racontait très très bien, c'est qu'il n'a pas eu besoin de programme industrie du futur. Tu vois, il le fait lui-même. L'industrie du futur, c'est pas... Bon, j'ai utilisé le mot programme, mais c'est pas un plan quinquennal. Bah, c'est un peu ça quand même. J'en ai discuté avec Frédéric Sanchez, c'est un peu ça quand même. Non, c'est un plan qui permet d'aider les entreprises à se transformer en acculturant, en éduquant, en formant, en donnant des moyens. Exactement. Mais après, c'est les patrons de chaque boîte. Moi, j'en ai rencontré dans l'Est de la France qui se sont totalement transformés. D'accord. Donc, c'est à eux de prendre cette initiative et faire ce qu'a dit Christian, et Julie d'ailleurs, c'est-à-dire que l'État joue un rôle structurant. Mais après, il faut laisser parler les initiatives. Et je crois que ce plan, bon, alors j'emploie le terme plan si on veut, ce programme. Mais c'en est un. Oui, ce programme mais il est extrêmement bénéfique. Il joue son rôle. Tu as deux façons de conduire l'action de l'État. Il y a la façon qu'on avait traditionnellement en France, c'est des hauts fonctionnaires qui disent qu'on va produire, où on va le produire, avec qui on le produit. Il y a l'autre façon, c'est ce que j'appelle le bol génétique. C'est-à-dire que tu constitues
une bouillabaisse où il y a tous les ingrédients du développement économique et les entrepreneurs, ce sont les enzymes qui vont assembler les ingrédients et produire des Très bien innovations. Et c'est comme ça que c'est ce nouveau modèle qu'il faut mettre en place. Exactement. Et ce que vous évoquez, alors l'administration et le système politique ont énormément de mal de passer de l'un à l'autre, mais je parle sous votre contrôle, je pense que dans les 5, 7, 10 dernières années, on a fait des avancées très significatives dans le basculement de l'État dirigiste vers l'État soupe biologique qui permet l'essor de ces entrepreneurs. Il y a un autre exemple, c'est France Num, qui est une agence de Bercy, mais qui est totalement autonome et qui est en train de faire un travail absolument incroyable sur les PME, les boulangers. Mais j'en ai fait la promotion, Guy. Oui, je sais bien. L'année dernière, je suis tombé amoureux de cette agence. Exactement. Mais absolument. Voilà, tout à fait. Réussites, mais le sujet, ces enzymes dont parle Christian. Tout à fait. Voilà. Mais le problème, et tu le vis au quotidien, c'est qu'ils ont entre les mains de la poudre sèche. C'est-à-dire que France Num a du pognon qu'ils n'arrivent pas à dépenser parce que t'as pas les compétences, parce que les tuyaux sont mal branchés, parce que tu vois, c'est-à-dire tel que tu le décris, Christian, c'est magnifique. Quand tu commences à soulever le capot, en fait, ça marche jamais. Tu veux dire qu'on pourrait en faire plus, mais les réalisations, c'est pas jamais. Les réalisations de France Num, il y en a tous les jours et qui sont formidables. J'ai pas les chiffres là. Il faudrait que je les amène à chaque fois. L'usine Nouvelle a fait un boulot formidable sur. Non, mais je sais pas si ça va aller dans ton sens. Je suis dedans. C'est pour ça que je sais. Sur quoi ? Sur la transformation de l'industrie. Non. Là, ils ont regardé les fameux 10 milliards de Le Maire. Tu sais, là où on a mis l'argent des privatisations de la Française des Jeux et où on aurait dû mettre l'argent de privatisation d'Aéroports de Paris, etc. Et tout. Bref, voilà. Ils ont regardé 2 ans après, qu'est-ce qu'il en est ? Sur l'innovation de rupture, là. Sur l'innovation de rupture, sur tout ça, etc. Les chiffres sont anémiques. Pourtant, le pognon est là. C'est-à-dire que ça a été bien géré. France Trésor gère bien. Je crois qu'il y a 250 ou 300 millions, même plus d'euros par an disponibles. À l'arrivée, c'est 600 000 balles qui ont été décaissées pour le plan intelligence artificielle. 600 000 euros, Christian. Stéphane, ça ne fonctionne pas. Tu m'as interviewé, j'étais à l'époque vice-président du Conseil national numérique, et je t'ai parlé d'une étude qui disait que 67% des patrons de PME considéraient que la transformation numérique était une mode. Et tu m'avais dit, mais ça va pas, je crois pas une seconde à ce truc-là. Et pourtant. C'est le sujet. Ouais. Il faut d'abord faire de l'acculturation. Si les patrons pensent que le numérique, c'est un poids, c'est des contraintes, ils vont pas y aller. Donc, et c'est d'ailleurs le travail que fait France Num très très bien. Mais ça c'est fini, le Covid a balayé ça quand même. Ça a progressé, tu as raison, de parler de Covid catalyseur, voilà. numérique, mais ce n'est pas encore la réalité que ça devrait avoir. Julie, un mot là-dessus. Juste un mot, Christian. Vas-y, pose ta question à Guy. Ça s'appelle l'école de Xavier Niel. 42. 42, l'école 42, c'est ça que tu cherchais. Oui, c'est ça que j'essaie de chercher, mais il n'y a pas de connexion. mais tu demandes, on connaît, on connaît pas mal de trucs, en fait, Christian. Je pense que le principal blocage actuellement, c'est le système de formation. Il faut une réforme de l'école primaire parce qu'on a encore toujours 20% des gamins qui rentrent en 6e sans maîtriser écriture, lecture, calcul, comment ils vont faire du numérique. Mais ensuite, tu as l'école 42, ça marche. Pourquoi l'État ne fait pas une convention en disant sur ce modèle, on va en mettre une école 42 dans toutes les préfectures françaises? Christian, ça existe, ça s'appelle la grande école du numérique. Ouais. Oui, mais elle existe. Mais bien sûr, elle existe, cette grande. Mais bien sûr. Et alors pourquoi on manque de compétences? Mais parce qu'il faut en faire 3 fois plus. Voilà, je le dis depuis 15 ans. Mais non, parce que les mômes n'y vont pas. Les mômes n'y vont pas, Guy. Je le sais, je l'ai vu, j'ai travaillé avec eux. Mais il y a combien d'enfants, il y a combien de personnes formées et franchement, attends, moi je veux raconter ça, parce que alors je pensais pas qu'on en parlerait, pardon, mais ça me passionne. J'ai été regarder vraiment dans le détail. J'ai vu les vidéos notamment qui sont faites pour essayer d'attirer les gamins sur les formations. Mais il y a des trucs incroyables, formidables, des métiers, mais qu'on n'imagine même pas, qui peuvent être passionnants à faire et qui marient l'amour du quartier, la digitalisation, les trucs de vendeur, etc. C'est vide. Alors, les mômes n'y vont pas. Donc, premièrement, il faut que je te rappelle que la grande école du numérique forme quand même près de 10-15 000 jeunes chaque année, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. On a besoin de 300 000. Voilà, alors exactement, c'est largement insuffisant, je l'ai répété 500 000 fois. Okay. Alors après, il y a le problème de l'attractivité.
Donc, il y a un travail qui est fait, en particulier par Blanquer, par exemple, par le coding à l'école, de l'école primaire, et ça va permettre de développer. Il y a un travail à faire sur les femmes, parce que déjà, si on avait autant de femmes que d'hommes qui choisissaient le numérique, eh bien, ça pourrait en partie résoudre le problème. Donc, il ne faut pas se décourager. Il y a juste un travail à faire. Par exemple, une femme comme Sophie Vigier, qui est la nouvelle directrice de l'école 42, eh bien, elle est allée dans les banlieues. Elle est dingue. Elle est fantastique. Elle a fait le boulot et elle a réussi à changer les choses. Donc moi, je suis convaincu qu'on peut le faire à condition qu'on considère que la formation, en particulier la formation des enseignants, c'est la priorité nationale. Exactement. Voilà, ça devrait être le numéro 1. Moi, quand on me dit, si tu étais président de la République, qu'est-ce que tu ferais? Tu doubles le salaire des profs. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je mettrais le budget de l'éducation nationale en très très forte augmentation. Et pas que l'éducation nationale, il y a l'acculturation, éducation, formation. Je le répète à chaque fois. Bon, Par exemple, c'est assez marrant. vous Mais n'avez pas prévu qu'on fasse des programmes présidentiels quand même, Il y a- les gars, là. Vous êtes en train de me hacker le truc. Vas-y, Christian. Il n'y a pas de CAPES et d'agrégation d'informatique. Ah, désolé Christian, mais Si, ça vient d'être ça vient créé. d'être fait. Justement, ça vient d'être fait il y a un an ou deux. Oui, exactement, l'année dernière. Voilà. Alors que la révolution de l'informatique dure depuis 40 ans. Exactement, mais Ça a commencé Blanquer, il y a il a 40 ans. débloqué ça. Non, mais au 40 ans, Il y c'est a à peu combien près le de temps temps qu'il nous Il y a faut. combien de donc, postes Alors, on arrive à comprendre. 4, 5, ouais, c'est 10. ça, ouais, c'est ça, Voilà. une dizaine. Voilà, donc pourquoi on n'a pas un appel massif dès le lycée et ensuite jusqu'au CAPES? Pourquoi on ne crée pas des instituts qui permettraient de former 10 000 capétiens par an pour avoir des filières de 300 000, 400 000 jeunes formés à toutes ces Bon, technologies? mais alors, je ne vais pas Donc, ouvrir le tiroir que j'ai envie d'ouvrir, que je meurs d'envie, mais parce que sinon on n'est pas sorti. Mais alors, si tu veux faire ça, contrairement, c'est mon nouveau combat, il faut doubler leur salaire. C'est-à-dire, si tu veux attirer des gars qui soient cortiqués, des hommes, des femmes, cortiqués, solides. Tu sais, juste ce truc, Master 2, donc Bac plus 5 pour être professeur des écoles. Le pire salaire que tu puisses avoir avec un Master 2, le pire, c'est lequel? Oui, les enseignants. Exactement. Je te rappelle que Tu auras 80% du salaire moyen de ceux qui sortent en Master 2. Comment veux-tu construire quelque chose? rappelle oui, mais donc il ne suffit pas de doubler, il faut monter de 80 à 100%. Déjà, ça fera une première étape. Faut pas mégoter. Oui, mais enfin, il faut penser aux finances publiques. Bon, C'est non, mon il faut opinion. de la Primaire. formation. Si tu t'arrêtes au primaire et au secondaire, c'est 6 à 8 milliards d'euros par an, pas plus. Primaire, secondaire. Non, Tu non, t'arrêtes là. Là, on peut y D'accord. aller, il faut le faire. Stéphane, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut bien les payer, tu as tout à fait raison. Mais je te rappelle que j'ai mon épouse qui est inspectrice d'éducation nationale, qui est focalisée sur la formation des enseignants, qui se désespère chaque jour de la disparition ou de la transformation des instituts de formation, par exemple. Ça, c'est quelque chose de complètement dingue. Moi, j'ai bénéficié en tant que prof de maths d'une formation extraordinaire qui n'existe plus. C'est vrai que t'es ancien prof de maths. Bah oui, et ça n'existe plus. Donc, ok, il faut augmenter les salaires, je suis d'accord, mais moi, je mettrais la formation Oui, avant. totalement d'accord. Bon, une pause.